j'ai tellement peur de pas vivre. En fait, mourir me fait pas peur, mais ne pas vivre me fait extrêmement peur. Et je crois qu'il y a un moment, un truc qui vibre à l'intérieur qui dit en fait, je me donne pas le droit de ne pas vivre. Et ça, je raconte aussi pourquoi dans le livre, mais j'ai grandi avec des enfants qui étaient malades, j'ai grandi avec des ados dont je savais qu'ils allaient pas sortir de l'hôpital. Moi, j'en suis sortie. Et quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis dit, en fait, t'as pas le choix. Toi, tu vois le soleil te lever maintenant, donc il faut y aller, quoi. Merci d'être avec nous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre. Nous allons découvrir, ou peut-être redécouvrir pour certains qui la connaissent déjà, une femme qui n'est pas parfaite et elle dit que c'est très bien comme ça. Après tout, c'est une femme qui est devenue coach, thérapeute, formatrice, qui est auteure, qui est passionnée aussi de la vie. Qui est une femme à qui on a dit un certain jour, eh bien, vous ne remarcherez plus, et elle a pris le contre-pied de tout ça puisqu'elle a dansé quasiment toute sa vie. Je ne sais pas si elle continue aujourd'hui à danser dans son salon, mais elle a créé une des plus grandes écoles de danse à Paris et elle a découvert il y a quelques années, très peu d'années, aux alentours des 40 ans, qu'elle avait un QI au-dessus des 130. Et ça fait donc sa singularité. Je suis ravi de l'accueillir sur ce plateau. C'est Ludivine Cassili qui est là. Bonjour Ludivine. Bonjour. Merci d'être là. Tout est vrai dans ce que j'ai dit ? Tout. Bon. Un peu avant 40 ans. Un peu avant 40 ans, hein. Ouais, On vous dit que vous 35, vous avez un QI au-dessus de 130. Comment on accueille ça ? C'est la classe ? Très mal. Non, parce que vous dites mal. Quand même, si j'avais su avant. Oui, c'est très perturbant en fait, parce que si j'avais su avant, dans le sens où moi j'ai passé 35 ans à croire que j'étais nulle et débile et à construire ma vie à partir de ça. Donc à partir du moment où je l'ai su, on reconsidère toute notre vie à l'aune de cette annonce, et puis on vous balance ça, comme on vous dit, tiens, il pleut aujourd'hui. Et donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais fait en fait si j'avais su avant ? Est-ce que j'aurais construit ma vie autrement ? Est-ce que j'aurais fait d'autres rencontres ? Est-ce que j'aurais aimé d'autres gens ? Dans ce livre qu'on présente ici et qui s'appelle L'audace d'être libre, vous passez votre vie à poser des questions. Ouais, vous passez votre vie à vous poser des questions. C'est ça, être neuroatypique dans votre spécificité ? Dans les neuroatypiques, oui, c'est beaucoup ça. C'est se poser des questions tout le temps, parfois totalement inintéressantes, mais c'est tout remettre en question tout le temps. Les mots, la vie, le sens de la vie, pourquoi on le fait, pourquoi on le fait pas. Alors c'est au courrier du livre, l'audace d'être libre, d'être une femme libre à qui on a dit plein de choses, on a fait subir plein de choses aussi. C'est un ouvrage dans lequel vous vous dévoilez. Beaucoup. Beaucoup. Oui. On en parlait hors antenne, je disais, c'est hyper intimiste quand même. Oui, c'était... alors, l'intimité est arrivée sur plusieurs plans, c'est-à-dire qu'il y avait la méthode que j'utilisais, que j'ai vécue pour moi, pour m'en sortir, qui étaient les coachs qui m'ont accompagnée, les thérapeutes. On va voir. Il y a celle que j'ai vécue moi, et puis après, il y avait toutes ces femmes que je rencontrais et qui vivaient la même chose que moi, et j'avais pas de moyen autre que celui-là, finalement, de leur dire, en fait, pas si grave, voilà, tout ce que tu as vécu, tu vas voir, je vais poser ce que j'ai vécu moi, et tu verras, on n'est pas si loin. Et ce qui est aussi incroyable, c'est qu'en antenne, vous m'avez dit, j'ai pas le sentiment d'avoir vécu beaucoup de choses. J'ai pas le sentiment d'avoir vécu pire que plein d'autres gens. Alors, je mets pas de degré sur les traumas, sur les trucs graves. En même temps, je connais pas la vie de tous les gens, mais moi, j'ai vécu cette vie-là. Avec des traumas. Hein. Avec des traumas, bien sûr. Mais quand on écoute les gens, en ce moment, on parle d'un procès assez fort, je me dis, ça va, finalement, ce que j'ai vécu moi, quoi. Donc oui, j'ai pas l'impression, peut-être que le temps a joué aussi, et que maintenant, je me dis, pour avoir ce que j'ai aujourd'hui, pour être qui je suis aujourd'hui, il fallait en passer par ça, et c'est OK, en fait. Bon, alors, on va voir qui vous êtes. Ludivine, je suis très content que vous soyez là. Donc, c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Hein. Je salue les éditions Guy Trédaniel au passage. Hypersensible, hypermnésique... qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Misophonie, vous allez nous raconter tout ça. Je voulais vous mettre un peu de Rachmaninoff ou du Goldman. Les deux. Parce que je crois que c'est ce qui vous détend. Est-ce que vous êtes toujours fan de Jean-Jacques Goldman ? Ah, mais oui, évidemment, je suis toujours fan. C'est une grande histoire d'amour. Il ne le sait pas, mais c'est une grande histoire d'amour. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une histoire d'amour avec Jean-Jacques Goldman. Mais je préfère pas entendre ça, ça me fait trop de mal. Alors, il y a quelque chose qui m'a étonné, parce que quand on vous lit et qu'on parcourt votre histoire et votre livre, vous dites le fait de parler, donc de parler de soi, c'est ce qu'on va faire. Et vous dites, parler, je n'ai pas appris, j'ai appris à me taire tout au long de ma vie. Et vous dites, je suis capable d'amuser à la galerie, de parler pour parler, je suis capable d'argumenter, de négocier, mais parler pour de vrai, c'est un exercice, vous l'écrivez, c'est un exercice difficile pour vous.
Ouais. C'est ce qu'on va faire, là. Ben ouais, allons-y. C'est difficile? Non, parce que là, on est quand même dans un rôle De discussion. dans un rôle de discussion, ce Ouais. qui peut être plus difficile encore parfois aujourd'hui, et c'est marrant parce que je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps, c'est avec des personnes qui me sont très, 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 très proches. Les mots vont pas venir forcément rapidement. C'est-à-dire que je vais avoir besoin de poser ma pensée avant d'y aller, mais peut-être aussi parce que je suis un peu latine, donc j'ai tendance à m'énerver très rapidement. Et l'autre, en argumentant, va parfois... je vais parfois pas prendre le temps de réfléchir. Donc, je suis parfois un peu bloquée dans les mots et j'ai besoin de réfléchir et de repenser tout et de me dire, ah, mais j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Voilà, donc... C'est ce que vous allez faire en regardant l'émission. Oui. En disant, Et mais quand il m'a dit ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça. Alors que j'ai déjà réfléchi beaucoup à ce que j'allais dire et pas dire. Évidemment. Alors, vous considérez que vous êtes quelqu'un qui a souffert? Oui. Enfin, je sais pas, je me suis jamais posé cette question. Oui, si, je considère que j'ai un peu souffert, mais qu'est-ce que la souffrance, en fait? C'est toujours pareil. C'est à quel moment on dit de quelqu'un il a souffert et à quel moment on dit de quelqu'un il n'a pas souffert? Qu'est-ce qu'il faut vivre pour souffrir? Oui, je considère que j'ai des choses qui m'ont fait beaucoup souffrir, mais je pense, et enfin ça, je pense aujourd'hui avec le recul des quelques mois de ce livre, que la souffrance que j'ai vécue, enfin que je retiens aujourd'hui, n'est pas forcément celle sur lesquels les gens se penchent aujourd'hui en lisant ce livre. Donc oui, j'ai souffert, mais c'est le lot de chacun. Et ça, c'est bien aussi, je trouve, finalement. Alors, quand on parle de votre enfance, quand on parle de votre adolescence, on est obligé, bien sûr, de revenir sur un chapitre, et c'est celui-là qui va quand même considérablement déterminer votre existence, en tout cas la première partie de vie. Évidemment, c'est l'abus. Oui. Avec quelqu'un, en plus, pas de votre famille, mais quelqu'un, en l'occurrence, qui était censé être un protecteur, quelque part. Hein, c'est vrai. C'est le fils de votre nounou. Ouais, c'est ça. Qui vous a abusé pendant quelque temps. Pendant quasi 5 ans, oui. Enfin, à peu près. Et vous étiez toute petite. Ça a commencé, j'avais 4 ans. Ouais. Ça a commencé, j'avais 4 ans. Et oui, ça a duré jusqu'à mes 7-8 ans. Avec au milieu, la seule personne à qui je pouvais en parler, qui disparaît quasi du jour au lendemain, qui est mon grand-père. Et... Cancer des poumons, c'est ça? Oui, c'est ça, un cancer du fumeur. Et du coup, ce viol, j'en ai pas parlé pendant longtemps parce que je pense que déjà, j'avais pas les mots, j'étais une petite fille, et puis quand on est enfant, on sait pas ce qui est juste, ce qui est pas juste, ce qui est normal, ce qui est pas normal. Quand je disais que c'est très intime, c'est que vous décrivez ce qui se passe. Oui. J'ai fait le choix de le décrire parce que pour moi, c'était vraiment important de le poser, et de le poser pas pour m'en réparer, parce que je l'ai déjà réparé, mais de pas mettre encore une fois, une espèce de voile dessus en me disant, bon, allez, on modère. Ce qui se passe, c'est ça, c'est les faits. Et j'avais aussi, en le décrivant, envie de dire aux femmes qui l'ont vécu, moi, ce que j'ai vécu, c'est ça. Peut-être que vous avez vécu la même chose, peut-être que vous avez vécu pire, mais vous n'avez pas à en avoir honte, quoi. Et le poser, c'est aussi dire, j'en ai plus honte, en fait. J'ai pas à avoir honte de ça. Et vous vous êtes construite avec ça? Avec ça. Jusqu'à 27 ans? Oui, enfin même après, puisque à 27 ans j'ai parlé, mais après j'ai continué jusqu'à ce fameux test de HP, à croire que tout ce que je vivais, tout ce que je n'arrivais pas à faire, tout ce pourquoi j'étais nulle, c'était à cause de ce viol. Donc oui, ça m'a construite jusqu'à il y a 10 ans en arrière. Et lorsqu'on parle évidemment de neuroatypique ou de neuroatypisme, c'est ce qui a fait ce que vous êtes dans on va dire cet angle-là, si je puis dire? Je sais pas, je pense qu'en plus on est dans une période où on parle beaucoup d'hypersensibilité, de HP, donc ça finit par... écrit sur oui, c'est ça. Ça a forcément joué, mais après, à quel niveau dans la balance, franchement, j'en sais rien. Je pense que ça a joué, parce que je vois celle que je suis, je vois comment je fonctionne, et il y a des choses sans cette hypersensibilité que j'aurais certainement pas vécu, que je n'aurais pas ressenti, ou moins fort. Mais après, à quel degré, je crois qu'il faut aussi à un moment se dire, ça va, quoi. Alors, pour refermer ce chapitre qui est quand même extrêmement déterminant, et on était obligé d'en passer par là pour expliquer la suite de votre histoire. Quelqu'un qui nous regarde, qui est pas dans le déni, mais qui n'en parle pas. Maintenant, avec le recul et le fait d'avoir tardé autant à en parler, qu'est-ce que vous pourriez préconiser? Je pense, c'est aussi ce que j'ai dans le livre, je pense que le temps de la parole, enfin le temps qu'on va mettre pour parler
est nécessaire, le silence est nécessaire aussi, et que l'adulte qu'on est, enfin l'enfant qui grandit, l'ado qui grandit, puis l'adulte qu'on devient, a besoin d'un certain temps pour parler. Et que ce temps, il doit être respecté. Pour certains, on a besoin de 30 ans, pour d'autres, on a besoin de 15 ans, pour d'autres, on a besoin de 50 ans. Mais vous vous êtes dit, j'aurais dû le faire avant ? Non, je crois que je ne me suis pas posé la question en ce sens. Je me suis dit, enfin peut-être qu'à un moment, si je me suis dit j'aurais dû le faire avant, mais aujourd'hui, avec le recul, c'est toujours pareil. C'est quand on regarde une photo, on ne voit pas tout ce qu'il y a autour, on voit que l'événement du moment. Aujourd'hui, je sais que le bon temps, c'était celui-là. Et je crois que c'est important de dire aux personnes qui le vivent, le bon temps, c'est votre moment. Sinon, on a toujours l'impression qu'on ne va pas assez vite, que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et on a suffisamment d'injonctions de la société, c'est pas la peine de s'en rajouter. Donc le bon moment, c'est le moment qui convient en fait. C'est le moment où on se dit là, je suis prêt, j'y vais, je suis prête, j'y vais et je vais parler à qui je veux, comme je veux, quand je veux. Le problème, c'est toujours le problème de la justice qui a un délai de prescription qui fait qu'on peut pas parler quand on veut puisqu'on nous dit là c'est trop tard. Et ce qui est assez incroyable, c'est que le jour où vous décidez d'en parler, c'est à votre maman et votre maman ne nie rien. Non. Elle l'accepte. Ouais. Direct. Ouais. Elle l'accepte. Enfin, je sais pas si. Non, je crois pas qu'elle l'accepte, mais en tous les cas, elle l'entend. Elle l'entend. Ça la choque pas. On a l'impression. Si ça l'a choqué, alors, on a l'impression qu'elle s'y attend et qu'elle le savait presque, non ? Non, je crois pas. Non pour la voir aujourd'hui et parce que le livre est sorti il y a pas longtemps, je pense que non, elle s'y attend pas du tout. Okay. Mais en tous les cas, elle l'accueille et elle l'entend. Et elle le prend comme un fait. Enfin, elle va m'aider encore aujourd'hui et toute ma vie à accepter ça et à bien le vivre en tant que faire se peut. Mais en tous les cas, oui, elle l'entend tout de suite. Après, on n'en a pas parlé sans s'étendre. Là, ça revient sur le sujet parce que c'est dans le livre. Alors, on dit souvent que quand il y a un trauma, ce trauma-là a évidemment des conséquences sur son évolution et sur la manière dont on va se construire. Est-ce que les conséquences physiques et les maux que vous avez eus, notamment les maux de dos, est-ce que ça, c'est aussi, ça peut être une conséquence de ce trauma ? Allons savoir, je ne sais pas. Il y a cette histoire de dos où on m'a toujours dit, où les médecins ont toujours dit, c'est une problématique d'enfant qui ne veut pas grandir, cette histoire de scoliose. Mais ça reste aussi des légendes. Est-ce que j'aurais pas eu tout ça s'il n'y avait pas eu ça au départ ? J'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Mais ça a joué. À un niveau ou à un autre, ça a forcément joué. Comment ? Je ne sais pas. J'étais aussi dans un cadre familial très autoritaire, j'allais dire, avec un papa italien. Donc, j'avais pas trop droit à la parole et droit au sujet. Donc, je pense que ça a joué aussi. Je pense qu'il y a eu un tas d'éléments qui ont fait que. Mais on se fera jamais des réponses. La danse et le théâtre. Ah oui. C'est l'histoire de votre vie. Ah oui, c'est l'histoire de ma vie. C'est ce qui vous sauve. C'est ce qui me sauve. C'est la raison pour laquelle je me lève tous les matins. Ouais. C'est ma vie, quoi. En fait, je ne peux pas vivre sans ça. Bon, à quelqu'un à qui on a dit tu ne marcheras pas ou tu ne marcheras plus. C'est quand même pas mal. Oui. C'est un joli pied de nez à la vie, quand même. Oui, c'est même pire que ça. Je me suis cassé le pied au mois de mars et la première chose que j'ai dite en larmes, c'est si je ne peux plus danser, c'est pas la peine que je continue à vivre, quoi. Alors que on me disait mais tu vas marcher, je m'en fiche de marcher, moi je veux danser. Ça m'intéresse pas de marcher, moi je veux danser. Oui, c'est l'histoire de ma vie et j'ai tout fait autour de ça et je continue à faire. Alors le modern jazz, Ludivine Les Salons. Oui. Voilà, ça c'était l'école de danse, le théâtre. Et c'est à ce moment-là que vous vous dites je suis peut-être pas si nul que ça. Non, à ce moment-là, je me dis pas ça. Quand j'ai créé l'école de danse, puisque j'ai passé avant mon diplôme de danse de société, donc je fais toutes les danses à deux, tango, passo, valse, j'ouvre l'école de danse, je constitue une équipe pour bosser avec moi. Et dans les cours, je réalise en fait, puisque moi j'avais eu beaucoup de difficultés à apprendre à l'école, dans certaines matières, pas dans toutes. Et j'avais mis ça sur le compte du viol. Pour le coup, je m'étais dit bon ben voilà. Ça m'a tellement annihilée, ça m'a tellement inhibée que j'arrivais pas à apprendre, j'arrivais pas à me concentrer. Mais même sur les relations avec les hommes en règle générale. Vos histoires d'amour, c'est juste incroyable. Non mais c'est vrai, c'est un roman. Oui, c'est un roman. C'est vrai. Le tome 2 va arriver. Que sur mes relations d'amour. Alors il y a jamais les noms, il y a jamais les noms et les prénoms, il y a juste les premières lettres. Hein. Oui, j'ai changé les premières lettres. Et vous avez changé, en plus vous avez changé les premières lettres. Mais alors dis donc, on se pose la question, on se dit waouh, ça s'arrête quand ? Qui est qui à quel moment, qui sont ces gens, etc., etc. Mais il y a une très belle loi d'attraction.
C'est vrai. On va y On est revenir d'accord, ouais. tout à l'heure. Et il y a quand même des belles choses qui se mettent en place. Mais enfin Ouais. bon, vous avez un démarrage de vie qui est waouh. Oui, j'ai un démarrage de vie qui est waouh, mais donc pour revenir sur l'école de danse, je donne des cours à des enfants et à des adultes et je réalise qu'ils ont les mêmes difficultés d'apprentissage que j'ai eues. Et donc là, je commence à me questionner et à me dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi? Tout le monde n'a pas vécu ce que j'ai vécu, donc pourquoi? Et de fil en aiguille, je commence à me former à la psychopédagogie, à l'hypnose, à la PNL, bref, je me forme à plein de choses assez différentes. Et je rencontre lors de mes formations une psy qui donne une formation, enfin qui nous donne une formation sur l'hypersensibilité et le haut potentiel. Et là, j'avais une copine à côté de moi et je réalise que je coche toutes les cases, quoi. Mais je me dis c'est tellement caricatural de dire ça que bon, on laisse tomber, quoi. Et donc je suis allée voir la psy à la fin et je lui ai dit attends, on a un vrai sujet, c'est que je comprends pas ce qui se passe. Donc elle m'a demandé de me faire tester, je me suis fait tester et donc là effectivement 130. Ouais, non, je sais même plus, je l'ai pas noté le chiffre parce que c'est ça aussi, c'était tellement caricatural et le psy me dit bah oui, vous êtes HP, merci, bonne fin de journée. Je dis non mais attends, c'est quoi ce délire parce que c'est impossible en fait, c'est impossible. Et puis à l'époque, j'étais déjà mariée avec quelqu'un qui me disait ce qu'il fallait que je lise, ce qu'il fallait que je regarde, ce qu'il fallait donc que c'était pas possible, quoi. Et d'ailleurs, quand je lui dis, il m'a dit non, c'est pas possible. et puis voilà, et de fil en aiguille, j'ai cherché à comprendre et j'ai réalisé que c'était bien ça. Donc après, j'ai cherché à comprendre, évidemment, comme tout bon neuroatypique. Comme tous les neuroatypiques. Et pourquoi, et comment, et pourquoi. Et ça revient en permanence dans votre livre, c'est toujours ça. À chaque fois que vous êtes face à une situation, mais et pourquoi? Et si se passait... Mais attendez, mais parce que j'aurais dû... Mais attendez, mais voilà, c'est ça la réflexion en permanence. Oui, tout le temps. Stimuler dans la tête. Oui, mais c'est aussi... Des fois, c'est pénible et ça sert à rien, surtout. Mais souvent, c'est sympa. Les amis, j'interromps juste quelques secondes ce programme pour vous donner une information importante, puisque on va se retrouver très prochainement en novembre précisément, dans 2 villes de France pour 2 week-ends en immersion totale. Ce sera à Lyon et à Lille au mois de novembre prochain. Vous allez passer donc 48 heures, 2 fois 48 heures, puisqu'il y a 2 week-ends, avec ceux et celles que vous aurez plaisir à retrouver et qui ont une expertise. Vous allez plonger dans un voyage chamanique, par exemple, avec Frédéric Barbet. Vous allez expérimenter aussi la puissance du breathwork. Vous allez apprendre à augmenter votre taux vibratoire, notamment avec la lithothérapie. Vous découvrir aussi à travers la numérologie et puis explorer les mémoires cachées de votre transgénéalogie avec des expériences absolument incroyables. Vraiment, je vous invite à être là. D'abord, ça nous fera plaisir de vous rencontrer et puis d'expérimenter tout cela en immersion totale pendant 48 heures. Ça s'appelle les Week-ends ABC Talk. Vous retrouvez toute l'actualité de ces 2 villes, à Lyon et à Lille, sur abctalk.fr. Je compte sur vous. Ce qui est très bien, ce qui est assez étonnant, et heureusement, parce que je pense que c'est ce qui vous sauve aussi, c'est que au travers de votre ouvrage, on lit qu'il y a des rencontres incroyables. Ouais. Il y a des gens qui viennent ponctuer votre vie et qui vont vous orienter, qui vont vous permettre d'avoir les réponses à ces fameux pourquoi que vous avez en permanence dans la tête. Alors ça, c'est une grande question, c'est de se dire, est-ce que j'ai construit ma vie de façon à faire arriver ces gens-là dans ma vie ou est-ce que j'ai eu des coups de chance absolument magistraux? Et ça, j'aurais jamais la réponse à ça non plus, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu quelqu'un qui est arrivé à un moment de ma vie où j'en avais besoin plus que tout. C'est un peu il y avait un bouquin comme ça qui s'appelle toujours d'ailleurs La fabrique des coïncidences de Yael Naïm, je sais plus son nom, enfin passons, et où ils envoient sur Terre en fait des gens pour aller créer des coïncidences parce qu'il y a besoin que les gens se rencontrent. Et ben c'est exactement ça, c'est de se dire tiens, il y a quelqu'un qui arrive là, ça tombe bien parce que j'en ai vraiment besoin là en fait, et qui m'ont permis de il y a eu la psy quand il y a eu l'histoire du viol, il y a eu l'association, comment elle s'appelle, bleu, l'enfant bleu. Oui, tout à fait. Donc ça c'était la psy qui là je suis arrivée à l'enfant bleu par hasard. Bon voilà, on s'est dit il y a pas de hasard. Et effectivement toute ma vie est faite comme ça. Mais encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui et même là encore, je me suis fait la réflexion cet été où je me suis dit c'est quand même marrant que les gens je rencontre des gens comme ça dans ma vie. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais ils ont un rôle à jouer à un moment dans ma vie. Et on est tous comme ça, je crois. Et encore aujourd'hui, vous cherchez une explication à ces rencontres ou vous laissez faire les choses en disant, voilà, c'est une belle chose, j'accueille? Alors non, je cherche pas une explication, mais en revanche, je refais le début de l'histoire. Je me dis, comment... C'est fatigant. Non, c'est génial, parce qu'on se dit, cette personne-là, j'aurais pas dû la rencontrer.
je la rencontre aujourd'hui dans ce contexte-là, qui est souvent un contexte totalement anodin. Ça peut être quelqu'un dans un café, par exemple. Mon kiné, pour mon pied. Enfin, l'histoire du kiné, elle est dingue. Et alors, je remonte l'histoire. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je rencontre cette personne-là? Et en fait, on se rend compte que souvent, j'aurais pas dû rencontrer cette personne-là, quoi. Et pourquoi vous avez besoin de Parce que je trouve ça refaire génial. le fil de l'histoire? Je trouve ça C'est génial, vrai c'est fascinant, je trouve ça génial. Je trouve que d'en arriver à un point Z, qui est jamais le point Z d'ailleurs, et de remonter jusqu'au point A, c'est de se dire, mais comment j'ai fait pour arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une suite de coïncidences, c'est une suite de hasards, et ça m'amène à une rencontre qui peut-être me quittera plus, ou qui peut-être ça s'arrêtera, mais c'est pas grave, ça m'amène à une vraie rencontre. Et je trouve ça, moi, génial. Je trouve que c'est... Aujourd'hui, vous définissez comme coach, thérapeute, formatrice, autrice. Oui, parce que j'ai passé plein de diplômes. Plein de diplômes, exactement. Et évidemment, cette expertise que vous avez avec l'hypersensibilité et les profils neuroatypiques. Et vous êtes plus que bien placé pour en parler, pour accueillir tout ça, parce que vous l'êtes vous-même. Alors, on parlait des hommes également, parce que ça aussi, c'est là, ils sont là. Histoire toxique, ça aussi. Oui, mais ça aussi, je trouvais que c'était important de dire qu'on peut s'en sortir, en fait, que c'est important de dire que... Alors, je vais même aller plus loin et je vais, de manière un peu exagérer mon propos, mais on ne va pas dans une histoire par hasard, en fait. On n'y reste pas par hasard. J'aurais pu rencontrer plein d'hommes très, très bien, mais je tombe sur cette histoire-là parce que je pense que j'ai besoin de vivre cette histoire-là à ce moment-là et surtout d'apprendre à m'en sortir parce que comme tout hypersensible, la difficulté à dire non, la difficulté à se positionner, la difficulté à prendre sa place, la difficulté à poser des limites, là, pendant 12 ans, j'ai un peu été mise à confronter à ça. Et je mets 12 ans à m'en sortir globalement, à me dire bon en fait c'est moi ou lui quoi. Donc et puis si c'est lui, je vais venir en prison, ce qui serait bête. Et si c'est moi, c'est dommage parce qu'il y a quand même des trucs chouettes à vivre. Mais j'ai mis longtemps, mais pour plein de raisons. Mais vous avez une sacrée force de caractère. Eh ben il paraît, moi je m'en rends pas compte. C'est vrai. Non mais parce que on a souvent, quand on est dans des histoires toxiques comme ça et qu'on est c'est une spirale, enfin je veux dire, on est absorbé dans le truc et c'est extrêmement difficile. On a plein de témoignages de gens et de femmes notamment qui ne s'en sortent pas. Ouais, c'est super dur. Et qui en arrivent à des situations improbables. Vous en êtes sortis? Je crois qu'à un moment, il y a un élan de vie, en fait. Il y a un truc à l'intérieur qui dit j'ai tellement peur de pas vivre. En fait, mourir me fait pas peur, mais ne pas vivre me fait extrêmement peur. Et je crois qu'il y a un moment, un truc qui vibre à l'intérieur qui dit en fait, je me donne pas le droit de ne pas vivre. Et ça, je raconte aussi pourquoi dans le livre, mais j'ai grandi avec des enfants qui étaient malades, j'ai grandi avec des ados dont je savais qu'ils allaient pas sortir de l'hôpital. Moi, j'en suis sortie. Et quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis dit, en fait, t'as pas le choix. Toi, tu vois le soleil te lever maintenant, donc il faut y aller, quoi. Et cette histoire, ça a été pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, en fait, tu fais quoi? Tu t'acceptes ça et tu t'éteins et puis ok, ou tu vas te rebouger un petit peu et trouver les moyens. Mais encore une fois, là, j'ai été aidée, j'ai été accompagnée, et ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps avant de sortir de ça, parce que là, je raconte en 10 secondes, mais bien sûr. Ça a pris 12 ans. Ce qui est très bien aussi, d'abord, j'aime beaucoup la manière dont c'est écrit. Ah, ça, c'est gentil. Parce que c'est écrit, c'est comme si on discutait. Oui. On a ce sentiment que vous êtes en face. De temps en temps, il y a limite des lol. Oui, je les ai pas mis parce que je trouvais que ça faisait pas très littérature. Mais on les lit en substance. On se dit, là, elle a envie de sourire, là, elle a envie de se marrer, là, elle a envie de nous dire un truc. Et alors, vous avez plein de chapitres comme ça, que vous parlez de vos peurs. Oui. Vous parlez aussi du chapitre où il y a ce qui s'appelle Un petit bout de moi. Des bouts de moi, oui. Alors, c'est une chanson de Goldman. Exactement. Et alors, j'ai adoré. On va y revenir là-dessus, mais les peurs. Mais oui, parce que quand on parle de neuroatypie, on parle de QI plus haut que les autres, et du coup on se dit c'est quelqu'un qui est plus intelligent, donc je suis censée inventer je ne sais pas quoi. Je n'ai absolument rien inventé. Et ce qui est important pour moi, c'est de dire, alors je parle souvent des femmes, mais parce que je suis une femme et qu'aujourd'hui les hommes vont pas encore trop dans ces questionnements-là, même s'ils vivent les mêmes choses, je le sais. C'est de dire à ces femmes qui me disent mais toi t'as de la chance, toi t'as peur de rien. Je suis là, mais en fait je suis pleine de peur, je suis pleine de rituels, je suis pleine d'obsessions, je suis pleine de trucs complètement improbables. Et c'était aussi ça que je voulais montrer, c'était de dire, c'est pas la non-peur qui me fait aller quelque part, c'est pas le fait d'avoir plus de chance, c'est qu'à un moment,
je deal avec ma peur, quoi. Et quand je sens qu'elle arrive, je contre tout de suite en disant ce premier bouquin, par exemple, Mon cahier hypersensible. Je n'ai pas réfléchi parce que je savais que si je réfléchissais à ce que j'allais dire à Solar, je ne l'écrirais jamais. Si je me mettais à réfléchir, je me disais mais je sais pas le faire, je l'ai jamais fait. Donc je dis oui. J'ai dit oui au prochain livre avec une deadline au 15 novembre. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais oui. Mais vous vous laissez porter par la vie. Oui. Mais alors les peurs, allons-y. Hein. Alors, encore, je pense qu'elles y sont pas Ludivine toutes. a peur de la nuit, a peur du vide, a peur des sports extrêmes. Elle a peur d'essayer. Et j'ai peur de ne pas essayer aussi. J'ai peur de dire oui à des projets et j'ai peur de les rater. J'ai peur de dire non et de m'en vouloir. J'ai peur du temps qui passe et qu'on ne rattrape pas. J'ai peur de ne pas faire assez de choses et peur d'en faire trop. Et là, la dernière phrase qui dit « J'ai peur de m'écrouler parce que je me crois totalement incapable de me relever. Et bien plus que mourir, j'ai la peur de ne pas vivre. » Bah ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si on me disait tu meurs demain, je dirais bon bah c'est ok, c'est le jeu, j'ai fini, c'est comme ça, c'est pas très grave. Mais ne pas vivre, c'est mon inquiétude quotidienne et en même temps c'est très ennuyeux pour les gens qui sont à côté de moi parce que je dis aussi que j'ai besoin d'une grande routine comme tous les HP et en même temps la routine me fait flipper parce que je me dis mais si je suis dans la routine, je vis pas. Donc je suis épuisante en fait, je suis absolument épuisante. À bon entendeur. Oui, c'est ça. Non, mais je le sais, c'est-à-dire que je peux manger la même chose pendant des semaines parce que j'adore et que c'est bien. Et puis au bout de 5 semaines, on me ramène le même truc et je dis je veux plus jamais en entendre parler, j'en ai marre. Oui, mais tu me le demandes depuis des semaines. Bah oui, mais là c'est fini, la routine. Ça, c'est une spécificité des neuroatypiques. Ça, en tous les cas, c'est une des miennes. Ouais. Je pense que chaque neuroatypique a ses spécificités, mais je pense que le besoin de structure, de cadre, d'être assuré, réassuré, oui, ça en fait partie. Et en même temps, chez certains, effectivement, cette peur de ne pas assez vivre, en fait. C'est ça qui me... Encore aujourd'hui ? Ah mais oui, mais c'est pour ça que ça aussi, je me lève pour vivre, en fait. Et en même temps, j'ai besoin d'une grande routine. Je suis très avec des rituels, vous dites ? J'en ai plein. Genre, je commence par me laver les dents le matin. Ah oui, c'est ça. Vous lavez les dents, après vous prenez votre café. oui, j'ai lu ça. Voilà, des trucs qui paraissent complètement hallucinants, mais parce que j'adore garder le goût du café dans la bouche. Alors voilà, ma tasse de café me suit toute la matinée. Mais c'est très anglo-saxon, ça. Je crois que les Américains font ça. Ah oui, les Indiens aussi, parce que je me suis... oui, en Ayurveda, mais ils mettent pas le café derrière, donc ça marche pas très bien, cette théorie. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que on a bien compris que vous allez... il y a la danse, il y a le théâtre, il y a le milieu hospitalier aussi, dans votre vie, qui est évidemment très important et que vous ne supporterez plus. Alors, ce que je vais pas supporter, c'est l'idée, c'est cette idée de routine, c'est cette idée de dire je vais faire toute ma vie la même chose. Rien que d'en parler, comment font les gens? Mais moi, je suis admirative des gens qui y arrivent, en fait. Et alors, ce qui est fou, c'est que Ludivine voulait être détective privé. Ah oui, j'adore. Vous voulez travailler dans les renseignements généraux. J'adore. Ou être agent secret. Mais j'adore. Vous savez qu'il y a un lien entre tous ces trucs quand même. Mais bien sûr. Agent secret. Il y a un besoin de comprendre, il y a un besoin de trouver des solutions. Le risque. Oui, non, ça le risque, non, je le vois pas trop. Non, bon. non, il y a vraiment le truc de trouver des solutions, de comprendre, d'aller comprendre comment fonctionnent les gens, pourquoi ils font ça. Mais ça aussi, je regarde beaucoup les gens dans les restaurants, les couples qui se parlent ou qui se parlent pas, je me demande ce qu'ils sont en train de se dire, ce qui est en train de se jouer, pourquoi ils se disent ça, qu'est-ce qui s'est passé le matin et qu'est-ce qui va se passer quand ils vont rentrer. Enfin, c'est fascinant. Oui, parce que vous dites que l'un de vos passe-temps favoris, c'est l'observation. J'adore. Je suis une grande contemplative et je peux rester des heures à regarder, à écouter les gens. Et j'aimerais après me mettre à écrire des romans parce que je me dis... Mais construire des personnages, en fait, je les vois, quoi. Je me dis, mais qui sont ces gens, en fait? Pourquoi ils font ça là, maintenant? Il y a rien, je vais vous dire, je partage ce truc avec vous, il y a rien de mieux que de plus théâtral que de s'installer sur une terrasse de café et de regarder les gens. Mais c'est génial, mais j'adore faire ça, moi. Et je le fais de temps en temps, et je me dis, elle a pas bien dormi cette nuit. Oui. Elle a dû s'engueuler avec son mec, il a dû se passer un truc, elle est folle amoureuse, mais je suis convaincu que lui, il est pas clean. On pense ça, on se fait des films par rapport à ces scénarios comme bien ça. Sûr. Et on a envie d'aller les voir, alors j'ai raison ou pas? Et on peut pas le faire. Mais moi, j'adore faire ça, parce que je me dis, et c'est là aussi qu'on se rend compte finalement de la non-importance des mots.
ce que moi je retrouve dans la danse, c'est-à-dire alors c'est pour quelqu'un qui écrit, c'est un peu et qui adore autant les mots, mais de se dire aussi au fond, ils servent à rien les mots, quoi. Il suffit qu'on regarde quelqu'un, qu'on regarde ses mouvements de corps, qu'on regarde son regard, qu'on regarde comment les gens se regardent, et on n'a pas besoin de conversation. C'est ce que je vis avec la danse, quand on danse avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on ne verra plus jamais, mais on arrive à danser avec. Mais c'est ça, c'est le langage du corps qui remplace le langage des mots, quoi. C'est ça. Et c'est là qu'on se dit, comment se construit une relation. C'est pas sur les mots, finalement, quoi. Il y a vraiment une chimie qui est à un autre niveau, et moi, je trouve ça fascinant, quoi. Je me dis, mais... Alors, est-ce que les neuroatypiques ont des TOC ? Certains, oui. Vous, oui. Ah bon? C'est des TOC? Ok. Je vais vous dire. Oui, dites-moi. Quand on est capable de rentrer chez soi et de compter systématiquement le nombre de marches qu'on connaît par cœur, et où vous dites à la fin... On n'est pas à l'abri qu'ils en aient enlevé. Exactement. Il y a toujours le même compte de marches. Ouais. Bah oui, évidemment. Oui, alors ça c'est drôle parce que quand je me suis cassé le pied au mois de mars dans ces fameuses marches, tout le monde m'a dit dis donc, à force de les compter, finalement t'as pas été capable de tenir debout dedans. Je dis voilà, je les compterai plus jamais, c'est terminé. Est-ce que le fait de parler seul, ça me rassure de compter les marches. C'est aussi une spécificité des neuroatypiques? Je sais pas. Moi je suis enfant unique, alors je pense que ça a un peu contribué aussi. Je pense que vous parlez seul, hein? Tout le temps. Non, mais je parle pas seul, je parle à des gens dans ma tête qui m'écoutent, qui me comprennent. C'est ça, oui, exactement. Non, je suis pas seule. Alors, il y a aussi des belles citations, il y a des personnalités. Alors, vous parlez de... pourquoi est-ce que vous parlez de Coco Chanel? Déjà pour cette phrase. Et puis parce que je trouve qu'elle a une histoire qui est dingue. C'est une femme qui avait pas peur de la concurrence. Et dans une époque où la concurrence était quand même rude, où elle était concurrencée par des hommes, elle a une vie qui est complètement hallucinante. C'est une femme qui était ambitieuse et qui avait peur aussi et qui, malgré tout ça, y est allée. Et en plus, je trouve qu'elle est d'une élégance absolument hallucinante. Et du coup, et d'ailleurs, le livre, l'audace d'être libre, a été trouvé. Enfin, le titre a été trouvé parce que j'ai fait une espèce de melting pot de son site. Mais et puis voilà. Et puis ce rapport à l'enfant et de se dire à un moment donné, on arrête de pleurer, quoi, on se lève et puis on y va. Et oui, c'est important. Ouais. Pour moi, c'est un bel exemple de résilience, j'allais dire, même si le mot est un peu. Pleurer sur soi, c'est bercer avec complaisance l'enfant qui continue à vivre à l'intérieur de chacun de nous. Et qui n'intéresse personne. C'est dur, hein? Ça calme. Hein. Ouais, ça calme, c'est ça. Je l'ai mis dans le livre et je me suis dit, je sais pas si c'est une bonne idée de le mettre. Si, vous l'avez mis. Il y a une très belle phrase de Victor Hugo aussi que j'ai relevée tout à l'heure, et puis de Mahatma Gandhi, on va y revenir quand vous êtes allé aussi en Inde, que j'ai trouvé fascinant. Oui, mais parce que ça parle d'enfant intérieur, et en fait, c'est notre part d'enfant qui reste blessé toute la vie, et c'est cet enfant-là qui va, en grandissant, aller chercher la reconnaissance. Et chez les hypersensibles, chez les atypiques, on le retrouve beaucoup. Je me sens pas légitime, j'ai le syndrome de l'imposteur, j'ai besoin d'être reconnu. Oui, mais par qui, en fait? Parce que besoin d'être reconnu, si tu sais pas par qui, c'est un peu cuit, quoi, dès le départ. Et en fait, on se rend compte que celui qui a besoin d'être reconnu, c'est pas l'adulte, c'est l'enfant qu'on était. Mais l'enfant qu'on était, il y a que nous qui pouvons le reconnaître. Il arrive un moment, il y a que nous qui pouvons lui dire, OK, t'es là, c'était pas cool ce que t'as vécu, mais là, maintenant, on y va. Et je trouve que cette phrase est dingue parce que oui, au bout d'un moment, l'enfant qu'on était, ça intéresse plus personne, quoi. Ni nos parents, ni nos chefs, ni personne. C'est vrai. Quand je dis que c'est un livre qui est très, très intime, il y a aussi des choses que vous dites, et vous dites, par exemple, vous parlez d'Alexandre Jardin, et vous dites, j'ai aimé Alexandre Jardin et j'aime plus. Mais vous expliquez pas pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait, Alexandre Jardin? Mais il m'a rien fait du tout. Je crois que c'était fanfan, c'était tout ça. Et puis je crois que je suis passée à autre chose. En fait, non, je l'aime beaucoup. Enfin, je l'aime beaucoup. Je le lis plus, quoi. Mais je l'ai beaucoup aimé, oui. Parce que je me suis dit, tiens, d'un coup, comme ça lui prend. Non, parce que vous dites dans le livre. Oui, je sais, ouais. J'ai aimé Alexandre Jardin. J'ai aimé lire Alexandre Jardin et j'aime plus. Oui, voilà. C'est qu'à un moment, ça s'arrête. C'est comme les yaourts à la noix de coco. Ça s'arrête à un moment donné. Ça s'arrête à un moment donné. Peut-être que ça reviendra. Vous avez parlé de l'enfant intérieur, et puis il y a un sujet aussi, un long chapitre aussi, sur quelque chose qui est très très important. Pour vous, c'est l'enfant tout court. Ça aussi. Vous avez eu le désir d'enfant. Oui. Et ça a été... Et vous racontez, c'est pour ça que je dis que c'est un livre qui est très très intime, parce que vous racontez votre parcours pour essayer d'avoir un enfant. Oui. Ça, je crois que c'est la seule partie du livre que personne ne connaissait encore.
quand j'ai écrit, enfin que personne ne connaissait, que les femmes que j'accompagnais ne connaissaient pas. C'est-à-dire que je parle beaucoup sur les réseaux, je suis toujours en train de dire une bêtise à droite ou à gauche. Globalement, l'histoire du viol, on la connaissait parce que j'en ai parlé l'année dernière à la télé, parce que je voulais clarifier les choses avant d'écrire ce livre. Enfin, qui était déjà en écriture d'ailleurs, cette partie-là était déjà écrite. Mais il y avait cette partie sur mon histoire, sur mon mariage et sur mon désir d'enfant, dont je n'avais jamais parlé, ou très peu. Donc c'était important de le poser, et c'était aussi important de dire, j'ai aussi vécu ce parcours-là. Avec le parcours de PMA, le parcours d'adoption, qui est un super parcours. Etc. Oui. Pendant très longtemps, et c'est pareil, ça fait partie de nos vies de femmes, et ça reste aussi un tabou encore dans la société, mine de rien. Beaucoup, je trouve, on n'en parle finalement pas tant que ça. On en parle, en fait, les femmes en parlent quand elles ont réussi à avoir un enfant, ou bien quand on arrive à la pharmacie pour chercher un traitement et qu'elles nous disent « Ah oui, moi aussi je l'ai vécu ». Je dis là, vous auriez pu me le dire, quoi, parce que moi je suis toute seule en galère avec ça. Et puis avec les difficultés du corps médical qui... c'est super dur. Il n'y a pas beaucoup de compassion. Non. Hein. Et puis moi, j'avais la chance d'être travailleur indépendant, mais je me dis, pour les femmes qui sont salariées, qui essaient de jongler avec des horaires, c'est un truc horrible, quoi. Oui, c'est très compliqué. Ouais, c'est super compliqué. C'est très compliqué. Et puis, alors, il y a évidemment, au cœur de ce parcours, la FIV, l'adoption, etc., il y a l'Inde. Et vous décidez de partir en Inde. On a presque le sentiment qu'il y a une sorte un pétage de plomb, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est besoin voilà, je suffoque et j'ai besoin d'autre chose, il me faut d'autres espaces. Pourquoi avoir choisi de partir en Inde pour suivre Alors non, l'Inde au départ, c'était... Alors la première fois que je suis allée en Inde, c'était juste une histoire de budget, en fait. J'avais pas d'argent pour payer un billet d'avion autrement que pour aller en Inde. Et je suis vraiment tombée amoureuse de ce pays. J'étais partie dans le sud de l'Inde et je suis vraiment tombée amoureuse de ce pays, sans vraiment d'explication. Et ensuite, j'ai commencé, quand j'ai vécu mes FIV, à voir ce qui pourrait m'aider après les FIV, parce que j'avais pris énormément de poids, que j'étais épuisée, que mon corps n'en pouvait plus et qu'il n'y avait aucun médecin qui arrivait à me dire ça serait bien que tu essayes ça ou ça. Et je suis tombée par hasard sur le bouquin de Deepak Chopra, donc Une santé parfaite. Et là, je me suis dit... voilà, en fait, tu vas essayer l'Ayurveda, t'as rien à perdre, en fait. En 2009, vous partez la première fois. La première fois, je suis partie en 2009, et ensuite, j'ai commencé l'Ayurveda en 2000, je sais plus, mais enfin, passons. Et la première cure que j'ai fait, ça a changé ma vie, et donc, je suis partie après, chaque année, et c'est effectivement sur une plage d'Inde que j'ai pris les plus grandes décisions de ma vie, sur la même plage où je vais chaque année, rituel, tout ça. Je peux précisément vous dire à quel endroit, quelle date, où je me suis dit stop, quoi, en fait. J'arrête tout, mais comme on m'avait reproché toute ma vie de pas être organisée, de faire les trucs de manière spontanée, c'est vrai que c'est un peu c'est-à-dire que je décide un truc demain et il faut que ce soit réglé après-demain. Et on m'avait toujours reproché ça, donc je me suis dit bon allez, maintenant t'es grande, tu vas un peu t'organiser. Tu vas pas faire les trucs du jour au lendemain. Puis j'avais une entreprise avec 5 salariés, je pouvais pas tout planter du jour au lendemain. Donc, je me suis organisée. Je me suis tellement bien organisée que l'année que j'avais choisie pour fermer mon école de danse, c'était 2020. Donc, j'ai une amie qui m'a dit, résultat, avec tes histoires d'organisation, t'as fait sauter tout le monde. C'est ça. Donc, t'arrêtes de t'organiser, tu fais comme avant. Voilà, oui. Mais j'ai mis 3 ans, quasi 4 ans avant de tout arrêter. Donc, oui, c'est en Inde que j'ai... Il y a cette phrase de Mahatma Gandhi que vous me mettez dans le livre qui dit « Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester ». C'est ça. C'est puissant, ça aussi. Hein. C'est des phrases simples, mais en même temps, je les trouve tellement... On parle pas du corps. On n'est pas dans une société qui parle du corps. On est dans une société où le corps porte la tête. Et je trouve que le rapport au corps, on l'oublie totalement, en fait. Tout ce qu'on peut faire avec le corps, tout ce qu'on peut... Enfin, on peut pas le nier, quoi. On ne nous apprend pas à nous masser, par exemple. On nous apprend pas à regarder notre corps, à l'écouter, à le sentir. Et encore aujourd'hui. Moi, Moi, j'ai eu la chance, parce que j'ai pas eu le choix avec mon histoire de dos, de faire autrement que de l'écouter, parce que sinon je tiens pas debout. Mais à l'école, personne ne donne des cours sur écouter son corps. Or, on parle des émotions, mais pour écouter ses émotions, pour comprendre ses émotions, pour accueillir ses émotions, il faut d'abord écouter son corps, puisque l'émotion arrive dans le corps, c'est un signal du corps. Donc on peut lire tout ce qu'on veut comme littérature, si on n'écoute pas son corps, ça sert à rien. Ce qui est assez incroyable, c'est de se dire que vous avez tellement... La danse, l'école de danse, Ludivine, les salons, vous a tellement apporté. Ouais. Pourquoi avoir voulu la fermer ? Parce qu'elle m'a autant apporté qu'elle m'a épuisée.
C'est dur d'être chef d'entreprise en Ouais, France. parce que vous dites, alors, il y a 3 salles, 5 profs, Ouais. 300 élèves, 3 rouleaux de Ouais, papier toilette par jour, des ampoules qui grillent régulièrement, des piles à changer, l'URSSAF qui répond pas, C'est ça. des idées qui n'en finissent plus, des méthodes déposées et qui sont en fait contrées par les Par les avocats. ouais, Exactement. Du ménage, bien entendu, enfin tout le truc habituel Mais d'une oui, entreprise. mais moi quoi, j'ai ouvert, c'est l'histoire de ma vie. Moi, je veux m'amuser dans ma vie. En fait, je veux pas des trucs sérieux. Et quand j'ai créé cette école de danse, c'était pour m'amuser. Je me suis beaucoup amusée, vraiment. C'est vraiment beaucoup amusée. Mais il est arrivé un moment, C'était plus possible. L'amusement n'avait plus suffisamment de place. Et puis surtout, moi, je l'ai monté pour donner des cours. Et quand on devient chef d'entreprise, je me rendais compte que je donnais de moins en moins de cours et que je gérais de plus en plus. Et puis surtout, j'ai décidé que je rentrais à Nîmes. J'ai décidé que ce parcours, c'était 10 ans de ma vie, que c'était génial et que j'avais vécu une super expérience. Mais qu'il était temps que ça s'arrête, quoi. Et puis, Alors, des pages qui se tournent. On va ouvrir une page. C'est pas tout à fait fermé, en fait. Bah, j'imagine. On va ouvrir une page, moi, qui m'a fait sourire parce que je me suis dit, encore une qui a testé et encore une avec qui ça a marché. Quoi donc? La loi d'attraction. Mais évidemment. La loi d'attraction. Alors, c'est très abstrait pour plein de gens, la loi d'attraction. Et votre histoire est quand même incroyable. Il y a des passages où vous racontez les hommes qui ont ponctué votre vie, des situations improbables, avec des gens qui étaient, des mecs, bon. Et jusqu'à ce qu'il y ait une amie à vous qui vous dit, mais attends, si tu veux vraiment trouver l'homme de ta vie, fais une sorte de script, décris exactement qui tu veux. Alors, allons-y, le cliché absolu de Ludivine, elle veut évidemment un type assez grand, brun, les yeux bleus si possible, et elle lui dit, son ami lui dit, mais fais une demande à l'univers. Écris. Donc vous l'avez fait ? Ouais, j'ai fait une liste, tout ce qu'elle m'a dit. Je dis, ok, bon, de toute façon, perdu pour perdu, maintenant je vais faire ce que tu me dis. Alors, et donc j'ai fait une liste. Drôle, intelligent, indépendant, respectueux, avec des valeurs fortes, sociable, galant, qui me laisse libre, qui fait un peu de cuisine de temps en temps. J'avais écrit ça ? Oui, exactement, qui sait faire la cuisine et qui sait tenir aussi la maison sans moi. Oui, c'est ça. Parce que 1m85, si possible, les yeux bleus. Voilà. Ça, je l'avais mis en PS, je crois, non ? Oui, exactement. J'avais dit, je vais pas non plus en demander trop. Voilà, et j'ai eu exactement ça. Et alors, ce qui est fou, c'est que vous racontez la situation. Je crois que c'est lors d'un dîner ou un truc comme ça. Improbable, oui. C'est un dîner. Non mais. Quelques temps plus tard, combien de temps après avoir écrit ça ? Je me rappelle plus. Peut-être 6 mois, 8 mois. Pas tant de temps que ça, en fait. Mais vous l'écrivez à l'arrache comme ça ou vraiment en conscience ? Non, je crois que je l'écris un peu à l'arrache, un peu vénère, en me disant, bon, de toute façon, j'ai plus rien à perdre maintenant, vu que mes histoires d'amour, et en même temps avec un peu d'humour, en disant, ouais, de toute façon, c'est n'importe quoi, donc j'ai écrit ça comme j'aurais écrit autre chose. Et effectivement, j'ai un couple d'amis depuis 15 ans à Paris, que je vois très régulièrement, qui ont la particularité de ne pas mélanger leurs amis, en fait, de pas forcément mélanger, et qui viennent à Paris régulièrement, parce qu'ils sont entre le Sud et Paris, et moi aussi, et qui me proposent un dîner en me disant, voilà, on va y aller avec un tel, mais tu dois le connaître. Je dis, bah non, je le connais pas. Enfin, les dates coordonnaient pas pour le dîner, puis c'était pendant les grèves de métro, enfin, il y avait rien qui allait. Je dis, c'est pas grave, on passait le 31 décembre ensemble, on se verra à ce moment-là. Elle me dit, non, viens, on s'en fiche. Bon, bref, on finit par trouver cette date. Et vous êtes installée la première et au moi, restaurant. j'arrive la première parce que là aussi, dans mes tout petits rituels, j'ai besoin d'arriver la première, de prendre un peu l'espace, l'énergie de l'espace, de voir si je suis bien, de m'installer à l'endroit que je veux. J'ai passé pour une folle psychopathe, mais c'est pas grave. Donc oui, j'ai besoin de ressentir l'énergie du lieu, mais comme dans tous les endroits où je vais. Donc j'arrive la première, je regarde, je bois mon café, mon thé parce que j'étais malade en plus. Et donc, lui arrive. Et là, je me dis, ok, très bien. Mais bon, pas plus. Et il me dit, mais je crois que c'est avec vous. Ouais, il dit, vous êtes Ludivine ? Oui, c'est ça. Il me dit, vous êtes Ludivine ? Je dis, bah ouais. Et il me dit, bah, je crois que c'est avec toi que je dîne. Enfin, avec toi, avec vous. Je peux pas dire le nom, mais donc je dis, ah oui, bah ok, très bien. Donc, et là, vous remarquez tout de suite qu'il a les yeux bleus, qu'il fait 1m80. Oui, alors, il fait pas 1m85. Il fait 1m84. Ouais, c'est ça. Mais je calcule pas ma liste, en fait, à ce moment-là. Je me dis, bah, dis donc, ils auraient pu me le dire. Mais bon, je sais pas qui c'est, je sais pas d'où il sort, je sais pas s'il est marié, pas marié. Enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas qui est cette personne, en fait, à part qu'elle va dîner avec moi. Donc, il s'installe et puis nos amis arrivent. Et ça sent un peu le plan organisé quand même. Mais non pas du tout. Mais non, en plus quand on les connaît, on sait que c'est pas du tout un plan organisé. Mais pour le coup, non. Mais par contre, on vivait à côté. Enfin, il connaît ces gens-là depuis 30 ans, donc
C'était totalement improbable. Puis c'était tellement caricatural, en fait, que ça pouvait pas être organisé. Et donc voilà, à la fin du repas, il m'a remis mon manteau, il m'a proposé de m'inviter à déjeuner et j'ai envoyé un SMS. Et donc il y a une autre histoire que j'ai dû mettre, je sais plus si j'en ai parlé de ça, parce que je suis fan des chansons des années 80. Et lui aussi. Non, lui pas du tout. Non, lui non. Non, c'est juste pour essayer quelque chose. Et donc pendant des années, comme j'arrivais pas à me positionner, j'arrivais pas à dire non, j'arrivais pas à me faire respecter. Quand j'ai quitté mon ex-mari, je me suis dit, en fait, à partir de maintenant, il faut que tu te trouves un mantra pour te faire respecter. C'est-à-dire que tu diras cette chose, je savais pas encore ce que c'était, puis moi j'allais chercher des trucs très torturés, et si la personne en face a l'air de te regarder un peu de haut, eh ben ça sera terminé. Et tu te respecteras, tu plieras pas là-dessus. Et vraiment, c'est un signe. C'était un signe qui disait, j'y vais pas, quoi. Okay. Mais je cherchais ce fameux mantra. Un truc hyper intelligent et tout, et donc ça a fini par bon ben voilà, tu lui diras que t'es fan des chansons des années 80, chansons françaises des années 80. Super, au niveau. Et en fonction de sa réaction. Et s'il réagit mal, eh ben tu le laisses tomber tout de suite. Il y a pas de négociation possible. Donc j'étais vraiment ferme avec moi avec ça. Et donc il me ramène. Pour que j'aille prendre mon taxi. Et donc avant de monter dans le taxi, je lui dis bon, il faut quand même que je te dise un truc. Folle. Je suis fan des chansons françaises des années 80. Et je suis montée dans le taxi, je suis partie et il m'a envoyé un SMS. Donc le premier SMS qu'il m'a envoyé, il n'a pas le temps de vous répondre à ce moment-là? Non, parce que je montais dans le taxi, puis moi j'étais fière, j'étais là, il faut que tu lui dises maintenant, il faut pas que tu laisses les choses s'envenimer, enfin n'importe quoi. Je l'avais jamais vu de ma vie, hein. Mais je voulais pas que les choses s'enveniment. Donc je lui dis, là non, il faut que je te le dise, comme ça au moins tu le sais. Et je suis montée dans le taxi. Et j'ai reçu un SMS quelques minutes après qui me disait « Vive la chanson française des années 80 ». Donc je dis « Bon, allez, on peut discuter un petit peu tous les deux ». Ah, c'est bien, c'est chouette. Bon, voilà, et donc il est effectivement tout ça, toute cette liste. Et il est dans votre vie. Et il est dans ma vie. Ah, formidable. Et vous lui avez raconté tout ça après? Ah bah évidemment. J'ai même commencé par ça, parce que c'était cette histoire de... je suis rentrée dans cette histoire quand même, j'étais encore un peu... amochée et j'avais vraiment un rapport au respect de moi à moi qui était devenu essentiel, c'est-à-dire que je ne pouvais plus lâcher là-dessus, mais c'est ce qu'on disait au début, c'est que j'avais pas encore les mots pour dire je ne veux pas lâcher là-dessus. Donc j'étais dans un truc, il fallait que j'arrive à me positionner, mais j'avais pas les mots pour le faire, je savais pas forcément où étaient mes limites, il y avait des choses que je voulais mais que je n'arrivais pas à... Enfin, j'étais en permanence en paradoxe avec ce que je disais, ce que je faisais, et du coup, c'était hyper compliqué, quoi. Donc oui, c'était. Puis lui, pour le coup, il est très pragmatique. Enfin, après tout l'opposé de moi. Donc forcément, c'était parce que je voulais être indépendante, mais en même temps, je savais pas l'être puisque je l'avais jamais été. Donc, enfin, tout ce que je prenais, j'étais incapable de le faire. En fait, globalement, si je veux être indépendante et tout, ok, mais ça veut dire quoi? Ben, j'en sais rien. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous regardez votre vie? La totalité. Ouais. Bah, ça me fait rire, en fait, ça m'amuse. Je me dis, waouh, quoi, t'es dingue. Enfin, parfois, je me dis, t'es dingue, parfois, je me dis, mais ça va être tellement bien la suite, parce que c'est déjà tellement bien maintenant. Et parfois, je me dis, ouais, globalement, c'est ce que je me dis, je crois. Et si parfois, la semaine dernière, j'étais en vacances et je me disais, punaise, t'as réussi à. Par exemple, il y a un truc que j'aurais jamais fait avant. Je réussis maintenant avec le travail, avec ce que je mets en place, à choisir vraiment. C'est-à-dire que je n'ai plus de limite. Je crois pas que j'en ai beaucoup, mais pour vous donner un exemple, j'avais loué un hôtel, enfin Airbnb, quand je suis repartie en vacances et je m'étais pas rendu compte sur l'annonce que la salle de bain était partagée. Et voilà. Et donc là, quand je suis arrivée, en plus j'étais épuisée. J'avais globalement envie de parler à personne. Et là, j'ai vu salle de bain partagée. Enfin, je pense que c'est à peu près ce qui pouvait m'arriver de pire ce jour-là. Voilà. Surtout une salle de bain. J'imagine que les gens étaient très agréables dans ce Airbnb, mais je ne pouvais pas partager. Puis je me suis dit, tu vas rentrer. Alors là, c'est parti. Tu rentres dans la salle de bain. Tu sais, tu vas commencer à stresser, à te dire, oui, mais quelqu'un, parce qu'il y avait les toilettes aussi. Enfin bref. Donc avant, j'aurais pleuré beaucoup, mais je serais restée. Et là, c'était 21h et j'ai cherché un autre hôtel et j'ai dit tant pis, j'ai perdu, mais je reste pas, quoi. Donc voilà, c'est des trucs comme ça où je me dis waouh, tout ce chemin pour en arriver là et en fait de se sentir vraiment libre. Et ça aussi, j'en parle. La liberté au début me faisait peur parce que je me dis mais en fait, si je suis libre, est-ce que je vais pas en faire n'importe quoi? Parce que demain, je vais pas décider d'aller au casino et c'était vraiment ce que je pensais. Je me disais mais je suis folle, je suis capable d'aller au casino et de claquer tout l'argent que j'ai pas en me disant bah je suis libre en fait.
peut-être que je ne saurais pas quoi faire de la liberté. D'ailleurs, sur l'argent, j'avais lu un truc où vous dites, vous pouvez mettre... Ah oui, c'est ça. Vous dites, je peux réfléchir 100 ans pour dépenser 20 euros et claquer 500 euros en quelques secondes. C'est ça, mais c'est ça. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe mais quoi. Oui. Ouais, et puis après, je me dis, mais enfin, pourquoi tu réfléchis sur un truc, c'est 20 euros, mais je suis dans une espèce de dynamique, d'économie, de trucs, où je me dis, non, mais est-ce que tu en as besoin? Ouais, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'attendre, de réfléchir? Et puis après, sur un autre truc, voilà. Mais oui, c'est ça, en fait. Je me dis, mais... Est-ce que c'est étonnant parce qu'il y a une phrase, moi, qui revient souvent, je ne sais pas si vous avez le même sentiment, c'est que quand on fait pas une rétrospective, mais quand on regarde un petit peu en arrière sur le parcours de vie, j'ai souvent tendance à me dire tout ça pour ça. Je ne sais pas si tout ça pour ça. Ou alors plutôt tout ça pour ça. Ouais. C'est ça. C'est plus dans l'intonation, c'est waouh, quoi. Ouais. C'est tout ça pour arriver à ça. Tout ça pour se dire, en fait, ça vaut le coup, quoi. Moi, c'est ce que je dis au quotidien, c'est ma bataille quotidienne. Battez-vous parce que ça vaut le coup de bosser, ça vaut le coup d'oser poser ses limites, ça vaut le coup de dire non, même si on perd des gens, c'est pas grave, en fait, on va choisir d'autres gens. Poser ses limites, c'est pas se couper de tout le monde, c'est choisir quelle vie on a envie d'avoir. Et ça, oui, du coup, ça vaut le coup. Oui, tout ça pour ça, ça vaut le coup. Ouais. D'ailleurs, dans votre livre, vous mettez des points spécifiques, des choses qui vous semblent essentielles, se sentir soutenu, apprendre à écouter, remarquer la suradaptation. Oui, bah ça, chez les neuroatypiques, c'est comme ça qu'ils mènent pas la vie qu'ils ont envie de mener, en fait. C'est-à-dire qu'à force de vouloir correspondre à tout le monde, ben, on correspond à plus personne. Et alors, effectivement, on passe beaucoup de temps à se sentir en décalage, mais finalement, tout le monde se sent en décalage. Et comprendre qu'on fonctionne pas comme les autres et qu'on s'en fiche, pas qu'on s'en fiche dans le sens où on se fiche des autres, mais on n'a pas besoin de fonctionner comme tout le monde, en fait. Et les autres n'ont pas besoin de fonctionner comme nous. Alors oui, mais ça va nous couper des gens. Oui, et alors? Et moi, ce que je dis toujours quand elles me disent, oui, mais du coup, je vais pas être aimée par tout le monde. Mais c'est quoi cette prétention de vouloir être aimée par tout le monde, quoi? C'est ça, c'est que non, évidemment, il y a plein de gens qui vont pas t'aimer, mais Van Gogh, personne. Enfin, tout le monde n'est pas fan de Van Gogh et pourtant, il est quand même assez connu, quoi. Il a laissé une trace dans l'histoire. Le nom aussi, vous dites, il faut commencer à pratiquer le nom. Ah, mais le nom, c'est la base. Le non, c'est la base. Et moi, dans la méthode, c'est vraiment apprends à dire non. Parce que pour dire non, il faut être capable de repérer ses limites, ses besoins et ses valeurs. Et à partir du moment où on a ces 3 points, valeurs, besoins, limites, on est à peu près sauvé dans la vie, quoi. Je pense que là, on peut commencer à oser être libre. Ça, c'est important, ce que vous dites. Oui, c'est... Les 3 points, c'est besoin, valeur et limite. Okay. C'est vraiment de se dire, si j'apprends à poser mes limites, c'est-à-dire si je comprends ce qui est rédhibitoire pour moi, ce que je ne veux pas, ce qui est... À partir de là, je vais pouvoir dire, puisque ça, je ne le veux pas, alors j'ai besoin de ça. Et après, c'est vraiment de se dire, mais quelles sont mes valeurs, en fait? Est-ce que je mérite de continuer à vivre cette histoire d'amitié qui n'est pas du tout raccord avec qui je suis? Non, et il y a un moment, il faut aussi savoir dire aux gens, c'est pas les mêmes valeurs que moi. Et ça a beau être une amitié de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans. Et ça, dans votre coaching, le non, ça s'apprend? Oui, c'est la base. Surtout chez les neuroatypiques, c'est vraiment de dire, on commence par apprendre à dire non. Et on n'a pas peur, quand on dit non, d'être rejeté. C'est de se dire, en fait, je vais pas être rejeté. C'est comme quand quelqu'un vous dit en permanence, mais les gens qui vous disent comme tu veux, si tu veux, c'est insupportable au bout d'un moment, quoi. C'est ça. Tu veux manger où? Je sais pas, comme tu veux. Voilà, c'est ça. Choisis. Ouais, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir? Comme tu veux. Enfin, au bout de 10 minutes, vous avez juste envie de les triper, quoi. C'est tout en modération, n'est-ce pas? Il y a aussi un truc que vous dites dans ce que vous préconisez, dans les différents points, vous dites la lettre. S'écrire. Ouais. Écrire. Écrire. Oui. La lettre. Écrivez-vous des gentillesses, vous dites. Ah, mais il faut commencer par la gentillesse si on attend que les autres soient gentils avec nous. Mais ça fait vachement de bien. Ce matin, j'étais chez une copine et elle me donne une tasse avec un café. Il y avait écrit « Tu es unique ». Je sais bien ça pour commencer la journée. Même si c'est... si c'est pas, même s'il semble que c'est pas grand chose, le cerveau, il est un peu bête quand même, il faut être très clair. Donc, si on lui dit, je suis quelqu'un de bien, si on s'écrit, je suis quelqu'un de bien, il va le croire. Et plus on va l'écrire et plus on va se le dire et plus on va en être persuadé. Vous avez dépassé le stade des post-it que vous mettez un peu partout. Je suis quelqu'un de bien, je m'aime. Ouais, non, ça, je le fais pas. Mais quand je vois une tasse qui me dit tu es unique, je suis hyper contente.
Enfin, quelqu'un qui reconnaît. Je suis allé voir sur Internet pour terminer, Ludivine, parce que je pourrais vous garder des heures, parce qu'il y a vraiment plein de choses dans ce que vous écrivez, mais je suis allé voir sur les neuroatypiques, c'est entre 10 et 15% de la population. Alors, on estime à peu près. Testé aujourd'hui sur l'hypersensibilité, on est plutôt sur 30%, mais comme c'est pas un test officiel, bah, c'est un peu compliqué de se fixer. Sur le HP, on est plutôt sur 4-5% détectés, donc testés. Ah ouais, et ça veut pas dire que les autres, qu'il n'y en a pas d'autres, ça veut juste dire qu'on en a juste 3 ou 4% qui sont testés. Alors rapidement, des idées reçues sur les hypersensibles et sur les neuroatypiques. J'ai lu, l'hypersensibilité c'est une faiblesse. Ouais, tu pleures trop. C'est vrai ? Non, mais bien sûr que non, c'est pas vrai. L'hypersensibilité, les hypersensibles sont constamment tristes ou déprimés. Est-ce que j'ai l'air triste et déprimée? Non, et par contre, je pleure beaucoup. Mais je pleure autant de joie que tristesse. Est-ce que la musique vous fait pleurer? Oui, mais tout me fait pleurer. Tout me fait pleurer. Mais parce que il faut penser aussi que les pleurs sont une décharge de stress. Ouais. Donc on peut pleurer juste parce qu'on a besoin d'évacuer du stress. Ouais. Et c'est pas parce qu'on est triste. Par exemple, ça résonne ce que vous dites. Je ne peux pas regarder une émission de télé avec de la musique. Oui, un show, par exemple un The Voice, je ne peux pas regarder. Mais oui, ça fait pleurer The Voice. Et moi, ça me... Mais je suis d'accord. Moi aussi, je pleure devant The Voice. Et je me mets comme ça. Mais non, il faut pas, parce qu'il faut Je ne peux pas regarder un programme comme ça. Oui, mais pourquoi la question, c'est pas de se dire je peux pas pleurer ou je peux pas le regarder, c'est de se dire pourquoi ça vient faire résonner quelque chose qui dit c'est mal, en fait. Non, c'est pas ça. C'est que ça me fait pleurer. C'est l'émotion que dégage le truc. Quand vous regardez, par exemple, The Voice Kids, en ce moment-là, à l'heure où on enregistre, il y a The Voice Kids. Et à la maison, on regarde The Voice Kids. Bon. Moi, je vois ces mômes, là, 4-5 ans, ou 7-8 ans, qui se mettent à pousser la chansonnette, qui chantent admirablement bien, même mieux que les coachs à 2 balles qui sont parfois dans les canapés. Ça m'émeut tellement que je pleure. Ben c'est bien. C'est bien de pleurer. Ça veut dire qu'on ressent. Enfin, je veux dire, on n'est pas des êtres figés. Si on ne pleure pas, on ne ressent plus. Enfin, si on ne ressent plus, on ne vit plus. Donc, ne dites plus jamais, si tu es un homme, tu ne pleures pas. Mais carrément pas. Moi, je trouve que c'est hyper plus touchant un homme qui pleure qu'un homme qui est figé dans ses... Et en même temps, c'est difficile aussi pour un homme, parce qu'on n'est pas dans une société où on autorise les hommes à pleurer. On leur dit qu'il faut être fort. L'hypersensibilité est un trouble mental. Non. L'hypersensibilité disparaît avec l'âge. Non. Bon. L'hypersensibilité, les hypersensibles sont antisociaux. Ah bon? Alors, non, ils sont intravertis, extravertis ou ambivertis. Ouais. Mais pas antisociaux, non. Ça dépend des jours. Ouais, c'est ça. Bah, vous répondez à la question, c'était les hypersensibles sont toujours introvertis. Non. Non, carrément pas. Clairement. Et sur les neuroatypiques, j'ai trouvé ça, les neuroatypiques sont tous des génies dans un domaine spécifique. Non, ça c'est archi faux. Ils sont forcément désordonnés ou dysfonctionnels. Ah non. Dysfonctionnels peut-être, mais désordonnés, non. C'est vrai? Vous êtes très... Pas sûr, oui, globalement, oui. Mais parce que chez les neuroatypiques, pour le coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est suffisamment le bordel dans notre tête. C'est pas la peine qu'on s'en rajoute trop. Donc, ce qui va aider vraiment un HP, et je le dis souvent pour les parents des enfants, c'est de leur mettre un cadre très précis, parce que c'est rassurant, un cadre. Moi, pour que le bordel de ma tête puisse vivre, j'ai besoin que mon environnement soit rangé, parce que sinon, ça fait trop de bordel, quoi. Ma tête, l'environnement... Donc, c'est nickel à la maison, quoi. Je sais pas si c'est nickel, mais en tous les cas, c'est mon environnement de travail est nickel. Et globalement, oui, c'est... Vous avez une bibliothèque à la maison? Moi, j'en ai 1000, j'en ai pas assez, surtout. Et les bouquins sont bien mis? Alors, ils sont mis soit par couleur, soit par ordre alphabétique, soit par taille. Ça dépend des jours. Et voilà. J'avais raison. Normal. Les neuroatypiques sont incapables de vivre de manière indépendante. Ah bon? Bah si, pourtant, si. Pourquoi ils seraient incapables de vivre en étant... Ah non, ici, ils sont indépendants, si. Les neuroatypiques ne peuvent pas être empathiques. Ah bah si, carrément, ils sont empathiques. C'est plus l'inverse même. Oui, mais après, c'est pareil, c'est comme si on disait, les neurotypiques ne sont pas capables d'être indépendants, mais pourquoi en fait? Ça dépend ce qu'on a vécu et comment on vit. On lit plein de bêtises sur Internet. Et les neuroatypiques sont imprévisibles? Bah comme tout le monde. Ouais. Je crois. Heureusement. Il y a évidemment... je trouve que... Alors, je vais vous dire sincèrement ce que m'a dit Mo qui réalise l'émission là en ce moment même et qui est venu vous accueillir. Il m'a dit, elle est solaire. Ah, ça c'est gentil. C'est gentil, hein? C'est hyper gentil. Elle est rayonnante. Et c'est vrai qu'au travers de votre parcours et quand on vous lit, on a le sentiment que c'est pas la même personne. Ah bon? Ouais. Parce que l'histoire est lourde. Parfois, oui, mais parce que j'ai aussi cité Kaamelott. Kaamelott, c'est pas lourd. Parce qu'on sent votre détresse aussi dans des situations.
que vous avez quand vous cherchez l'amour, les enfants, etc., etc. On sent votre détresse dans la lecture. Oui, mais c'est aussi bien que vous disiez ça, parce que du coup, ça montre qu'on n'est pas qu'une chose, et que c'est pas parce qu'on n'a pas vécu, c'est pas parce qu'on n'a pas vécu des choses dures qu'on peut pas être solaire, être heureux, vivre et oser y aller, et oser avancer, ne pas avoir peur, et se dire ok, j'ai peur et c'est normal, mais c'est pas grave en fait. C'est aussi comme ça, c'est l'histoire de l'audace d'être libre, quoi. C'est de se dire il va falloir du courage, il va falloir on va tomber, mais on va se relever. Vous dansez encore ? Évidemment. Il danse avec vous ? Pas du tout. Alors c'est normal. Ça, c'est normal. Ouais, Bon, je garde mon petit. Oui, bien sûr. Ok. Et évidemment, mais je vous remercie infiniment, Ludivine, parce que je trouve que c'est important. Audrey Hakoun, qui a fait la préface, elle est formidable. Oui. Elle vous a sauvé aussi de pas mal de situations. C'est elle qui vous dit, je crois, à un moment donné, de faire la liste. Ouais, c'est elle qui vous dit ça. Oui, on est assez proches, on se ressemble beaucoup sur plein de choses. Et effectivement, c'est elle qui m'a dit de faire la liste. C'est incroyable. Le livre est passionnant, c'est aux éditions du Courrier du Livre, dans la maison des Traits Daniel, que je salue au passage. Et j'étais en train de me dire que vous êtes coach, thérapeute, formatrice, experte en hypersensibilité, avec notamment les ouvrages que vous avez écrits, le neuroatypisme dont on a parlé tout à l'heure. Mais vous êtes plus quoi, en fait, dans toute cette énumération ? Ça dépend à quelle heure. Parce qu'aujourd'hui, vous écrivez évidemment, mais vous accompagnez, vous coachez ? Oui, j'accompagne beaucoup, et j'ai aussi une méthode, puisque j'utilise des outils un peu comme moi, c'est-à-dire que comme je n'aime pas m'ennuyer, il me faut travailler avec des outils avec lesquels je ne m'ennuie pas. Donc j'ai développé une méthode professionnelle, de formation professionnelle, pour être coach et accompagner avec le tarot, qui n'est pas, comme on le sait très bien, un outil de divination, mais qui est un vrai outil de photolangage notamment, avec une symbolique très riche et très importante. Et aujourd'hui, j'accompagne essentiellement sur cette méthode-là, qui est ma méthode, où on apprend à accompagner avec le tarot, et on apprend aussi à créer une entreprise. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de toutes ces années que les coachs que j'ai accompagnés, on leur avait appris à utiliser un outil, mais un outil sans client. C'est ça, ils sont experts de quelque chose, mais après, il y a tout l'environnement. C'est ça, c'est comme si vous allez danser le flamenco avec des super chaussures et une super jupe, et que vous avez un beau théâtre, mais que vous ne savez pas danser le flamenco, les chaussures, elles ne vont pas servir à grand-chose. Et vous dansez le flamenco ? Pas encore, je vais m'y remettre. J'attendais l'accord du kiné à cause de mon pied. Mais donc, du coup, dans la méthode que j'ai développée, c'est vraiment d'accompagner avec un outil qui est l'outil tarot, et surtout d'apprendre à accompagner, d'apprendre à être coach, d'apprendre à développer une entreprise, d'apprendre à oser, d'apprendre à tomber, d'apprendre à se relever, d'apprendre à être l'accompagnant qu'on a envie d'être, et à gagner sa vie avec, accessoirement, puisque c'est quand même ça le but, normalement. Mais quand vous maîtrisez le tarot comme vous le maîtrisez, le tarot ne vous a jamais rien révélé ? Alors, le tarot ne fait pas. Alors, moi, je l'utilise pas en outil de divination. Je l'utilise en projection. D'accord. Il va pas me dire, il va t'arriver ça, ça, ça et ça. Vous ne tirez pas les cartes, quoi. Si, je tire les cartes, mais en projection. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment comme on réfléchit pas assez, c'est de se dire, sur une question donnée, je vais voir ce que les cartes ont à me dire et comment moi je me positionne. Il y a vraiment dans la méthode l'idée de se dire, et pour nous comme pour nos clients, je garde mon libre arbitre, en fait. Je ne peux pas envisager d'être un sachant, c'est-à-dire que je suis pas là pour dire à quelqu'un, voilà, moi je sais, et puis toi tu vas te débrouiller avec ce que je vais te dire, mais moi ce que je veux, c'est que les gens gardent leur libre arbitre et comprennent ce que je fais. Or, dans la divination, c'est pas ça, et dans le libre arbitre et dans la responsabilité de sa vie, ce qui est quand même un peu mon sujet, avec la divination, on n'est pas trop dans la responsabilité de sa vie, parce que si je dis aux gens, tu vas rencontrer ton prochain mec derrière le buisson, on va attendre le buisson, quoi. Alors que moi, ce que je vais dire, c'est, ok, si tu veux rencontrer un mec, il va peut-être falloir faire quelque chose, quoi. Il va falloir sortir, il va falloir... Parce que si tu sors pas, j'ai beau te dire, il est derrière le buisson, si tu y vas pas, il va y rester derrière le buisson. C'est vrai que la nuance, elle est importante, parce que dès l'instant où il y a ce support des cartes, et notamment du tarot, il y a tout de suite la connotation. Toujours, mais c'est aussi intéressant de se questionner sur l'histoire du tarot et de voir qu'à l'origine, pas du tout une histoire de divination, le tarot. C'est vraiment une histoire encore une fois, de gens qui réfléchissent, qui se posent des questions, qui vont peut-être un peu loin aussi parfois, mais c'était pas du tout de faire la divination, c'était vraiment de se dire, on peut régler des problèmes, on a tous des problèmes, soyons parfaits, qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour être parfait? Mais c'est pas du tout un outil de divination. L'audace d'être libre et heureux. Heureux et heureuse.
et heureuse. D'oser. Et d'oser. C'est ça. Merci infiniment Ludivine Cassili et merci pour ce que vous êtes, merci pour votre parcours, merci pour la sincérité de ce que vous écrivez, le fait de vous être dévoilé dans votre entourage. On a accueilli ça. On l'a accueilli. Non, on l'a bien accueilli. Les gens étaient au courant, donc voilà. Bien sûr. Et ce qui était surtout marrant, c'est quand on a fait la soirée de lancement, c'est qu'il y avait plein de gens qui sont dans le livre. Et moi, ça m'a vraiment touchée j'avais Marie, mon éditrice, avec moi, et de voir tous ces gens et de me dire, en fait, moi, j'ai écrit un livre et tous les héros sont là ce soir. Mais écrire, c'est la classe. J'adore. Je sais pas si c'est la classe, mais en tous les cas, c'est un de mes vieux rêves. Franchement, je dis à chaque fois aux gens, même à l'antenne ou hors antenne, je dis à chaque fois, même si vous en vendez 2, évidemment, pas le but, mais si vous en vendez 2, le fait de l'avoir écrit, c'est la classe. Je sais pas. C'est pareil, c'est toujours cette histoire mais moi, j'ai adoré l'écrire. Alors, en plus, c'est particulier parce que c'est un livre effectivement très intimiste. Donc, il y a des moments où on se dit, en fait, je suis en train de raconter ma vie à des gens que ça intéressera peut-être pas. Mais oui, c'est un exercice agréable parce que même sur un livre très personnel, on questionne aussi des choses qui ne le sont pas du tout. Et on sait combien vous aimez vous questionner. Merci Ludivine. Merci à vous. Vous allez partager, bien entendu, vous allez commenter également. On va vous mettre autour de la vidéo l'intégralité des liens pour entrer en contact avec Ludivine, connaître son expertise, son approche et surtout son accompagnement. Et de faire de votre atypisme, je ne sais pas si ça se dit atypisme. Oui, on s'en fiche, on dit bien ce qu'on veut. Fiche, une vraie valeur ajoutée. D'être heureux avec, qu'on soit atypique ou pas atypique d'ailleurs, mais de se dire, en fait, si j'ai envie de quelque chose, j'ai tout à l'intérieur pour y arriver. Seul, c'est pas évident. C'est bien d'être aidé parce que le cerveau, il tourne en boucle. Mais il n'y a pas de raison, en fait. On peut pas tout mettre sur les atypismes. Ludivine. Merci à vous. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.